Bonjour et bienvenue autour des 10 marqueurs du monde d'après. Marqueur numéro 8, dette. Bon, public, privé, mais enfin dette au sens large, qui va payer? Je vous fais une réponse en deux phases. Moi je dis phase numéro 1, les États avec le déficit et la dette, le monde béni du quoi qu'il en coûte. Et phase numéro 2, tout le monde. Je pense que le contribuable ne sait pas encore, mais qu'il va payer par l'impôt, que le consommateur va payer par l'inflation. Probablement que le propriétaire paiera par la fiscalité foncière. Je vois déjà poindre des idées sur le fait que finalement la terre ne se délocalise pas, et c'est quand même une bonne base fiscale. L'épargnant probablement paiera, ainsi que l'actionnaire et le créancier, par des pertes de valeur boursière, parce qu'il y aura forcément des défauts avec des resserrements de conditions financières. Le salarié va payer par des pertes de pouvoir d'achat, et puis par la nécessité de travailler plus. Et puis le retraité probablement paiera aussi, parce que y a bien un moment où on va voir ressurgir les sous-indexations de pension, comme ça s'est déjà vu à plusieurs reprises dans notre pays, même si là, cet été 2022, ils sont plutôt bien traités, avec une hausse de 4% qui s'annonce. Qui ajoute un payeur? J'ai mis tout le monde, moi, en fait. Oui, alors juste une remarque. Est-ce que l'État est un payeur? Non, l'État, c'est un mode de transfert de payeur à un autre payeur. Oui, mais c'est la phase numéro 1, c'est la phase euphorique. Oui, c'est la phase où on met la poussière sous le tapis. Exact. Et donc, on la retrouve après, la poussière. Et donc, effectivement, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il y en a que 3. La première, c'est la croissance. Et là, on en parlait dans une précédente chronique. Croissance spectaculaire, les gains de productivité. Et donc, ça, et c'est ce sur quoi tablent nos dirigeants. En tout cas, ils n'arrêtent pas de dire ça. C'est la croissance qui va payer, rassurez-vous. Bon. La deuxième élément, c'est effectivement les dettes s'effacent avec l'inflation. C'est-à-dire que c'est l'épargnant qui paie de façon directe ou indirecte. Et puis, la troisième solution, c'est effectivement, puisqu'on ne peut pas avoir de la croissance par la productivité, et le contribuable paie au travers de davantage d'efforts fournis sous forme de travail. Et donc, au total, est-ce qu'on va avoir davantage d'inflation? Je pense pas. Est-ce que... vous dites quand on est à 8-9 au niveau européen, on devrait s'arrêter? Oui, on devrait s'arrêter d'une part, et d'autre part, cette inflation ne résout pas les problèmes de dette. Elle transfère celle-là, non. Elle efface pas, non. Parce que c'est de l'inflation, mais c'est pas du déflateur du PIB, etc. Exactement. La croissance, on peut l'espérer. Le seul atout, c'est qu'elle rapporte des recettes de TVA. C'est à peu près tout. Oui, la croissance, on peut l'espérer, mais encore une fois, on en reste au stade de l'incantation. Sauf si on fait le travailler plus de notre précédent débat. Il reste le travailler plus, voilà. Et donc faire travailler les gens par plus de travail, faire payer les gens par plus de travail, ça paraît ce qui est le plus sain. Et ce qui est le plus menaçant, c'est à un moment donné, quelque part, qu'il y ait des faillites. Alors, faillite privée et faillite éventuelle, banqueroute des États. Pour l'instant, au niveau mondial, le G20 a pris l'initiative de ce qu'on appelle l'ISSD, c'est-à-dire initiative de suspension du service de la dette. C'est-à-dire, on gagne là aussi un peu de temps, mais on suspend le service de la dette, mais la dette est toujours là. Je rappelle que le service de la dette, c'est quand on rembourse le capital. Voilà. Non, quand on paye les intérêts. Ah, c'est charge de dette, ça. Non, bon. Le service de la dette, c'est de payer les intérêts. On suspend l'aversement des intérêts. Suspend les intérêts, d'accord. Et donc, là aussi, on met la poussière sous le tapis, mais la dette est toujours là. Bon. Qui va payer, Emmanuel Le Chypre? On a un peu essoré le sujet, je reconnais, mais... je crois qu'il y a 4... alors, je rajoute... pour le dire un peu autrement que Jean-Marc, il y a 4 façons d'essayer de réduire, de payer une dette publique. Pas que publique, là. Enfin, je veux dire, oui, pour le coup. Ouais, mais la dette privée, moi, je suis pas très inquiet sur la dette privée. Il y a 4 façons. C'est-à-dire qu'il y a 2 sorties par le haut, il y a 2 sorties par le bas. Les 2 sorties par le haut, c'est effectivement d'augmenter la croissance potentielle et de faire plus de croissance. 2, c'est d'optimiser la dépense publique, donc de réduire la dépense publique. Et puis après, les 2 façons un peu moins positives, c'est effectivement l'inflation et l'augmentation des impôts. Donc je pense qu'il faudra un peu de ça. Moi, j'avoue que je suis pas... Vous pensez qu'on peut se permettre de tirer un peu les prélèvements obligatoires? Alors justement, encore chez nous? Le vrai sujet, c'est que malheureusement, alors qu'effectivement, il faudrait aller vers une rationalisation de la dépense publique pour à la fois dépenser moins et avoir une administration plus efficace, et donc on cocherait les cases, moins de dépenses publiques et effectivement plus de croissance potentielle. Malheureusement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de faire des chèques. Alors moi, je suis pas très inquiet pour la dette Covid. La dette Covid, bon, on voit bien comment Jean-Marc a déjà expliqué comment elle avait été traitée. Une grande partie, ce sont les banques centrales. C'est-à-dire que face à la dette Covid, face à la dette Covid, il n'y a pas comme face à une dette publique traditionnelle, le petit retraité californien ou le petit fonctionnaire japonais. Vous voyez, donc ça, moi, ce qui me fait peur, c'est justement l'état d'esprit post-Covid. C'est-à-dire, on nous dit qu'il va falloir dépenser sur tout un tas
de secteurs. C'est-à-dire que sur tous les postes de la dépense publique, il va falloir dépenser plus. Transition verte, on estime à 4 points de PIB par an. Transition les besoins. écologique. Pour la sécurité, il faut dépenser plus. Pour l'école, il faut dépenser plus. Pour la santé, bien évidemment, il faut dépenser beaucoup plus. Maintenant, pour notre armée et notre défense, il faut dépenser beaucoup plus. Et quand vous mélangez ça avec le verrou avec le verrou de la prudence qui a sauté avec le quoi qu'il en coûte, moi, je suis très inquiet pour la dérive des dépenses à venir. À un moment où on pouvait effectivement entamer une trajectoire plus sérieuse. Et cette trajectoire, on ne la voit pas se dessiner en France, en tout cas. C'est bien d'ailleurs ce qui commence à inquiéter, parce qu'il y a des dérives de finances publiques très marquées entre les différents pays de la zone euro. Et c'est le moment où justement il y a ces fameux écarts de taux qui s'installent, et c'est le sujet que surveille la BCE comme le lait sur le feu. Le problème, Jean-Marc, c'est que travailler plus, c'est vraiment un élément de la solution, mais on est en France, et dès qu'on dit travailler plus en France, ça coince. Ah oui, c'est assez surprenant cette situation, effectivement, que dénonçait en son temps Maurice Thorez, quand il avait dit qu'il faut produire d'abord, revendiquer ensuite. Et à l'époque, il avait eu le soutien de la population. Et vous savez que ceux qui disent qu'il faut produire pour pouvoir redistribuer sont traités de néolibéraux aujourd'hui. Oui, absolument, oui. Prochain marqueur. Regretter Thorez, c'est quand même assez pathétique.